Éric Dupond-Moretti, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Deux policiers, la violence. Deux policiers de la PJ blessés par balle hier soir à Herblay, dans le Val d'Oise. Le pronostic vital de l'un d'eux est engagé. Les agresseurs ont pris leur arme de service et leur ont tiré dessus. Vous avez des nouvelles de la santé de ces deux policiers ? Je sais que l'un d'entre eux est dans un état grave. J'ai eu ce matin le ministre de l'Intérieur, qui va se rendre sur place dans la matinée. Je voudrais adresser évidemment mon soutien à ces hommes, à leurs familles, à l'ensemble des policiers. C'est un drame insupportable et on espère bien sûr que les coupables seront arrêtés et jugés. Éric Dupond-Moretti, les Français ont besoin de justice, plus que jamais. Ils ont besoin de justice. Vous le répétez sans cesse, vous voulez aller vite parce que vous avez peu de temps pour réformer. Alors j'ai des questions très directes sur la réforme des mineurs, sur la réforme pénale, sur la justice des mineurs, sur la justice de proximité. Mais j'ai trois questions pour commencer. Est-ce que vous allez abandonner les cours criminelles départementales dans lesquelles les magistrats remplacent les jurés ? Non. Non. Question directe, réponse directe. C'est un lieu d'expression démocratique. Les Français, quand ils sont jurés, découvrent leur justice et ils participent à l'œuvre de justice. Et vous savez, entre le café du commerce où l'on parle de justice et l'enceinte judiciaire où l'on rend la justice, il y a une grande différence. Il est essentiel que les Français rendent la justice. D'abord, Monsieur Bourdin, parce que la justice est rendue au nom du peuple français. Oui, mais dans les cours criminels, et il ne peut pas en être départementales, exclu. sont des magistrats qui rendent la justice à la place des jurés. Non, mais je lance une commission sur la cour d'assises. Et pourquoi une commission ? J'ai pas la commissionnite aiguë, mais il y a des sujets qui doivent faire consensus. Alors, commission, pourquoi ? Pour regarder ce qu'est la cour d'assises et ce qu'elle doit être. Le nombre des jurés, le rôle du président, essayer de l'améliorer, mais moi je suis favorable à cette juridiction qui est une juridiction populaire. On ne peut pas rendre la justice au nom du peuple en excluant le peuple. Donc il y a tout un travail de réflexion qui va se faire, et je l'indique, car vous avez raison, le temps m'est compté, cette commission c'est une commission flash, c'est-à-dire qu'il faut aller vite. Beaucoup de magistrats et beaucoup d'anciens présidents de cour d'assises vont composer cette commission et nous aurons les résultats de ces travaux d'ici vraisemblablement la fin de l'année. Autre action, vous êtes très attaché à la présomption d'innocence. Je le sais, très attaché à la présomption d'innocence. Alors comment la renforcer ? Comment la garantir ? Alors là encore, parce que c'est un sujet qui mérite consensus, une véritable réflexion. Oui. Il y a le principe de la présomption d'innocence, ce qu'il est devenu, et comment on le traite aujourd'hui, et comment il faut mieux traiter cette question, qui est un principe, je le rappelle, constitutionnel. Je suis attaché à la présomption d'innocence, mais nous devrions tous être attachés à la présomption d'innocence. Donc là encore, il y aura une commission pour voir comment les choses se sont, au fond, dévalorisées, comment ce principe a perdu... Comment rétablir, comment rendre cette présomption d'innocence plus incontournable, si je puis dire. N'allons pas plus vite que la musique, si vous me Donc permettez. une commission va encore travailler, ça fait la deuxième commission. Oui, ça fait la deuxième, il y en aura 4 au total, voyez-vous. 4 commissions. C'est pas vous énorme. lancez 4 commissions. Oui, il y en a une qui est déjà lancée sur la justice économique. Justice économique, c'est la prévention pour les entrepreneurs, pour les agriculteurs, parce que vous savez qu'avant le couperet de la liquidation, il y a tout un système de prévention qui est méconnu. Et l'un des objets de cette commission, c'est de faire connaître aux entrepreneurs notamment qu'ils peuvent être sauvés. Parce que l'entrepreneur, quand il franchit la porte du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire pour les agriculteurs, il a souvent honte, il a peur, et il y a des mécanismes qui sont mis en place, surtout dans cette période de crise que nous allons traverser, qui sont des mécanismes salvateurs pour les entrepreneurs. Donc cette commission est d'ores et déjà lancée. Les 3 autres vont l'être dans des délais assez courts.
la cour d'assises pour l'une d'entre elles. La présomption d'innocence. La présomption d'innocence et droit de secret professionnel. Droit de la défense et secret professionnel, puisque j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, le secret professionnel des avocats n'existe plus. Monsieur le président Hollande avait d'ailleurs promis une loi sur cette question, elle n'est jamais intervenue. Donc il est nécessaire que dans une grande démocratie, les journalistes et les avocats soient protégés. Bien, donc 4 commissions. La justice des mineurs. Est-ce que vous allez renforcer la justice des mineurs? Réforme de l'ordonnance de 1945. Nicole Belloubet avait engagé les travaux. Au printemps prochain, je crois, on aura la conclusion de tout cela ou... Oui, les débats parlementaires vont s'engager dans les semaines qui viennent. Et je voudrais vous donner, sans rentrer dans le détail, une mesure phare. Allez-y. Le problème de la justice de mineurs, c'est que parfois la justice et la sanction arrivent alors que le mineur est devenu majeur. Vous avez des faits qui sont perpétrés par des gamins, et ces gamins deviennent des adultes et sont jugés quand ils ont 22-23 ans. Ça n'a, vous me l'accorderez, strictement aucun sens. L'une des mesures phares de cette loi, c'est que un mineur va être, dans un délai maximum de 3 mois, jugé en ce qui concerne la culpabilité. C'est-à-dire que la juridiction dira si oui ou non il est coupable. Et quand on aura dit qu'il est coupable, il sera mis à l'épreuve durant une période de 6 à 8 mois. Et la sanction interviendra à ce stade. Comme ça, on aura pu voir si la mesure de prévention est efficace, si le gamin a redressé la barre, ou s'il s'est enfoncé dans la délinquance. Et c'est en fonction de ce parcours-là, qui est un parcours éducatif, que le tribunal prononcera la sanction. Et c'est une révolution par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Est-ce que vous allez encadrer militairement les mineurs délinquants? Alors, j'ai vu, pour ne rien vous cacher, il y a 2 jours, la ministre des Armées. Je souhaite qu'effectivement, il y ait un partenariat justice-armée pour certains mineurs, pour certains jeunes majeurs. Parce que je ne peux pas me résoudre à ce que des jeunes Français sifflent la Marseillaise, crachent sur notre drapeau. Mais je dis également que quand on regarde un gamin, issu de l'immigration en particulier, comme un Français, il devient un Français. Et que l'encadrement militaire... Alors comment ça peut exister, cet encadrement militaire? On est en train d'y travailler. C'est-à-dire qu'un mineur, au lieu d'accomplir une peine, je ne sais pas moi, dans un centre qui lui est dédié, va aller dans un, je sais pas moi, dans un centre militaire pour être encadré par des soldats. Vous savez qu'aujourd'hui, les militaires forment des jeunes, qui sont des jeunes déshérités la plupart du temps. La formation dure 1 an. À l'issue de cette formation, alors ils sont payés. À l'issue de la formation, on offre le permis de conduire aux gamins. Il y a en général des formations, enfin il n'y a pas en général, il y a des formations différentes. Et je souhaiterais que la justice, le ministère de la Justice, puisse intervenir dans ce processus. Maintenant, les choses ne sont pas encore faites parce que techniquement c'est compliqué. Vous savez que les choses sont parfois, les idées parfois jaillissent, mais la mise en œuvre est un peu plus compliquée. Mais je travaille notamment avec Florence Parly sur ces questions. Sur ces questions. Bien. Puisqu'on parle de mineurs, est-ce qu'il faut abaisser le droit de vote à 16 ans? Vous êtes favorable ou pas? Non, sincèrement. Non, je n'y suis pas favorable. En revanche, dans un projet de loi que je porte, qui est le projet de loi du CESE, on a prévu de faire intervenir des mineurs, moins de 18 évidemment, non citoyens encore au sens où ils ne peuvent pas voter, entre 16 et 18, pour participer au processus démocratique. Parce que dans certains pays d'Europe, on peut voter à partir de 16 ans aux élections locales, par exemple. Mais ce CESE, vous voyez, qui n'est pas une troisième chambre, bien sûr, va nous permettre de faire entrer dans la vie démocratique des jeunes gens de 16 à 18 ans. On constate que les jeunes s'éloignent de plus en plus de la vie démocratique, que les politiques sont de plus en plus critiqués. Et moi je dis que s'ils participent au processus démocratique, alors ils apprennent à aimer la démocratie. Donc ça c'est une mesure que nous allons conduire à son terme, je l'espère. Il y a un débat au Sénat qui s'ouvre dans les jours qui viennent. Bien, la justice de proximité, on va parler des justices des mineurs, la justice de proximité, justice qui se voit, justice sans délai. Ce sont vos mots. Alors, est-ce que toute affaire devra recevoir une réponse pénale dans les 8 mois? Non, ça n'est pas possible. Les affaires criminelles, vous imaginez bien que on ne peut pas les traiter en nuit. Parce que j'ai vu cela. J'ai lu cela. Dans ma bouche?
J'ai lu cela. Non, je ne crois pas. Ou alors dites-moi où vous l'avez lu, ou ce sont des propos qui ont été dénaturés. En tous les cas, ça n'est pas les miens. C'est pas les ça n'est pas, ça n'est pas réaliste de concevoir qu'une information criminelle soit terminée en 8 mois et qu'un jugement intervienne. Ça n'est pas possible. En revanche, pour la petite délinquance qui pourrit la vie de nos concitoyens, nous voulons une réponse ultra rapide. Donc dans les 8 mois, pour la petite délinquance. Et le budget que j'ai obtenu permet de le faire. Mais comment allez-vous faire? Alors, je vais vous l'expliquer, je vais vous donner quelques exemples. Mais j'ai rencontré il y a 2 jours tous les procureurs généraux, les 36 procureurs généraux de notre pays. Aujourd'hui, un fait est commis dans ce qu'on appelle la délinquance de basse intensité. Il ne s'agit pas d'un crime. Vous avez parfois une décision qui intervient 18 mois plus tard. Un vol sanctionné par 2 mois d'emprisonnement avec sursis. L'auteur, la plupart du temps, il s'en moque. La victime n'y retrouve pas son compte et la société non plus, et elle se dit mais que fait la justice? Ce que nous voulons faire par des délégués du procureur, c'est imposer le lendemain un travail non rémunéré. Et la question que j'ai posée aux procureurs généraux, elle est très simple. Est-ce que vous préférez une décision 2 mois d'emprisonnement avec sursis dans les 18 mois qui viennent, ou est-ce que vous préférez une sanction immédiate? Et l'un des procureurs généraux modernes m'a dit, mais souvent, quand l'auteur reçoit cette sanction 18 mois après, 2 mois sursis, il dit mort de rire. C'est-à-dire, je m'en fiche. Je m'en fiche. Et donc, ça n'est pas pédagogique, ça n'est pas parlant. Je le redis, la victime n'y retrouve pas son compte et la société dit, mais qu'est-ce que fait la justice? Moi, ce que je souhaite, c'est que si quelqu'un est pris en train de taguer, le lendemain, il repeigne une caserne de pompiers, une gendarmerie, et les délégués du procureur vont aider à cela. De par leur extension. Je voudrais quand même vous dire, Monsieur Bourdin, que on obtient un budget qui est un budget historique. On l'attendait depuis un quart de siècle. Plus 8% d'augmentation. 8,2 milliards d'euros. Ce qui vous oblige. Ce qui, bien sûr, m'oblige. Et je le sais. Et c'est 2460 personnels qui vont entrer en action d'ici la fin 2021. À la fois la pénitentiaire, à la fois les juridictions, mais également les moyens supplémentaires, l'aide juridictionnelle augmentée pour les avocats. Ce budget-là nous permet de le faire. Vous rappelez, à propos de la pénitentiaire, des prisons, vous rappelez l'objectif 17 000 places de prison construites. C'était déjà la promesse en 2017. Toutes ces promesses-là de construction de places de prison se succèdent les unes après les autres au rythme des gouvernements. Non, c'est un autre sujet. Pardonnez-moi, j'ai pas tout à fait terminé sur la justice de proximité. Je voudrais vous donner un autre exemple. Alors un autre exemple, puis ensuite on va passer à cela. On embauche 268 juristes assistants. Sachez que quand un juriste assistant est aux côtés d'un juge, au lieu de rendre un jugement sur un temps donné, le juge en rend 2. Ça veut dire que c'est du temps de juge qui est gagné. Et avec ça, par exemple, le juge peut aller dans un véhicule vert, parce que l'écologie est aussi une préoccupation du ministère de la Justice, vers les plus défavorisés. Ça, c'est de la vraie justice de proximité. Alors les prisons, rapidement, cet objectif... Les prisons... répété sans cesse. 7000 places sont en construction, 8000 places vont être en construction. Je me bats 10 ans, tous les jours. Sur une prison, près de 10 ans. Évidemment, ça se fait pas en 2 jours, mais je me bats au quotidien pour obtenir des terrains, des autorisations. Hier encore, nous étions en réunion pour un certain nombre de villes, de régions. Je rencontre les préfets. Attendez, je voudrais vous dire que mon objectif n'est pas d'incarcérer plus, mais d'incarcérer mieux. Et un petit mot, pardonnez-moi. Sur ce mot de Madame Le Pen prononcé à Fréjus. Oui. Vous savez, la prison-garderie. Je voudrais vous dire que dans notre pays, il n'y a pas de prison de garderie. Madame Le Pen ne connaît ni les prisons ni la garderie. Il y a aujourd'hui 600 détenus qui dorment au sol. Je veux l'améliorer, ça. Je suis attaché à la prison en ce qu'elle protège la société des gens dangereux, en ce qu'elle punit. Mais la prison doit aussi réinsérer. Et je voudrais vous dire ici que... Oui, vous n'êtes pas Christiane Taubira en pire.
Ça, c'est l'analyse de Madame Le Pen. Quand j'ai reçu Madame Taubira, je l'ai appelée Madame Dupond-Moretti en mieux. Ça l'a beaucoup fait sourire. Vous savez, ça, c'est l'anathème. Marine Le Pen, c'est son père en pire. Non, mais c'est ce que vous avez dit. Oui, bien sûr. Et je pense Marine Le Pen, c'est la baguette magique et la matraque en même temps. Qui peut sérieusement penser que le jour où, par malheur, ce qu'à Dieu ne plaise, elle est présidente de la République, les crimes s'arrêtent dans notre pays? Enfin, c'est une plaisanterie. Elle a menti tout au long de son discours, en particulier sur les 13 000 qui ont été libérés pendant la période Covid. Voulez-vous que je vous en dise un mot de ces 13 000? Allez-y. D'abord, il y a à peu près 6 000 détenus qui ont été libérés. Il leur restait 2 mois à accomplir. Ce qui veut dire qu'à la fin du Covid, ils auraient été libérés. Quant aux autres, ils étaient en fin de peine. On peut quand même pas maintenir en prison pour faire plaisir à Madame Le Pen des gens qui ont purgé leur peine. Et qu'est-ce que ça a évité, Monsieur Bourdin? Ça a évité des mutineries et un bain de sang, comme on en a connu au Brésil ou en Italie. Et moi, je tiens à vous dire à quel point je félicite le personnel pénitentiaire pour avoir tenu le cap. Et que me dit le personnel pénitentiaire? Il me dit, si nous avons un nombre raisonnable de détenus, alors nous pouvons faire de la réinsertion. Et dans ce budget exceptionnel, il y a évidemment une part de cet argent consacré à la réinsertion. Parce que notre intérêt à tous, c'est que les gens sortent de là mieux qu'ils n'y sont rentrés. Éric Dupond-Moretti, le séparatisme, laïcité renforcée, projet de loi le 9 décembre présenté par le gouvernement. L'ennemi, c'est l'islamisme. Oui. Le Clairement. président de la République l'a dit, c'est clair. Aucune loi morale ne doit primer sur la loi civile. C'est clair, bien là encore. Là Monsieur encore, Bourdin. c'est clair. Oui. Bien. Éric Dupond-Moretti, des mesures déjà annoncées, par exemple, l'interdiction de l'instruction en famille. C'est une liberté reconnue par le droit français, Éric Dupond-Moretti. Oui, mais le droit est susceptible d'évoluer. Parce qu'en réalité, ce que nous voulons, c'est que les gamins, tous les gamins, apprennent les valeurs de la République. Et il n'y a rien de mieux que l'école pour cela. En ce qui concerne mon ministère, il y a 2 sujets. Deux sujets, allez-y. Les mariages forcés. Oui, les mariages forcés, justement. Nous voulons que... Comment et qui condamner? Alors, d'abord, que peut-on empêcher? Oui, que peut-on empêcher? Il faut que l'officier d'état civil vérifie si le consentement d'une femme, le oui qu'elle va donner, est un véritable consentement éclairé ou s'il y a derrière des menaces. Il n'est pas concevable qu'une femme se marie aujourd'hui parce qu'elle y est contrainte. Ça, c'est totalement contraire aux valeurs de la République et donc ça fait l'objet de ce contre quoi nous allons lutter avec acharnement. Un deuxième exemple, des lois étrangères font un distinguo en matière d'héritage entre les filles et les garçons. Entre les filles et les garçons. Eh bien, les biens qui sont en France, nous allons faire en sorte qu'ils soient également partagés entre les filles et les garçons, parce que l'égalité homme-femme, c'est une des grandes valeurs de notre République. Bien, vous souhaitez aussi que la justice soit désormais totalement, je dis totalement, filmée et diffusée? Non. Non, pas totalement. Non. Parce que j'ai lu cela. Pardon, Éric. Je ne sais pas ce que vous lisez, monsieur Bourdin. Moi, je lis les journaux, je lis, j'écoute, j'entends, comme vous d'ailleurs. Oui, mais vous savez que la presse dit beaucoup de choses vraies et que parfois, il y a... Beaucoup de choses fausses. On galope un peu vers l'imaginaire. Bon, alors qu'est-ce que vous allez permettre? Qu'est-ce que vous voudriez D'abord, si permettre? vous le voulez bien, on part d'un constat. Aujourd'hui, la justice, et depuis des temps immémoriaux, elle est publique. Ce qui est une grande garantie. Il faut savoir comment ça marche. Bon. Quand on a une salle de 500 personnes, le 501e, si vous me permettez cette expression, il est frustré. Il ne la voit pas, la justice. Nous savons par ailleurs que les moyens modernes permettent le live tweet. C'est-à-dire on suit le procès du début à la fin. Je dis que dans certains procès, avec beaucoup de précautions, quant aux victimes, quant à la vie privée, on peut montrer aux Français comment fonctionne leur justice. Pas plus compliqué que ça. La justice n'a pas à craindre la transparence que par ailleurs elle est toujours en train d'exiger, et de plus en plus peut-être. Mais les témoins peuvent craindre. Mais on peut prendre un certain nombre de mesures comme aujourd'hui. Et puis la main sera naturellement laissée au président de la juridiction. Bien sûr, et c'est lui qui décidera, et on demandera aux partis leur avis. Il y a autre chose, il y a le droit à l'oubli. Ce serait quand même pas normal que 20 ans plus tard, on diffuse le procès de quelqu'un. Le droit à la vie privée. Mais le droit à la vie privée, tout ça ne m'échappe pas. Moi, j'ai dit sur le terrain du principe, je suis pas le seul à le dire, que j'étais pour que l'on filme. Il est normal que les Français voient comment fonctionne leur justice. Est-ce que l'on préfère un procès filmé ou un procès... sur les réseaux sociaux, il y aura des extraits qui seront diffusés sur les chaînes de télévision. C'est le cas aujourd'hui.
savez, aujourd'hui, il y a des émissions, dans la nuit, hein, il m'arrive quand je suis pris d'insomnie de les regarder, c'est pour ça que je peux vous en parler, où on refait le match, si j'ose dire. Ouais. Et puis, quelqu'un se fait déchirer pendant 1h30, et à la fin, il y a cette formule magique, incantatoire. Ah, mais monsieur Bernard Jean-Jean est présumé innocent. Ouais, bah elle est belle, cette représentation de la justice. Moi, je préfère le vrai au faux, vous voyez, en ce domaine. Et je suis tout à fait d'accord pour en discuter. J'en ai parlé hier avec monsieur Molins, que j'ai rencontré. Ah, on va travailler... J'allais en parler de monsieur Molins. Ben, vous voyez, ça, je vous permets une belle transition. Parfait, ouais. Voilà, j'en ai parlé avec lui, c'est un sujet qui l'intéresse, et nous allons travailler ensemble sur cette question. Bon, monsieur Molins qui n'est pas content. Dites-moi, Mediapart vous en veut ou quoi ? Pourquoi vous êtes arrivé? Non, je dis ça me dites parce que les articles se succèdent sur vos décisions, sur un conflit d'intérêts qui existerait. Vous savez que monsieur Hervé Plenel voit le conflit d'intérêts partout, hein. Edwy Plenel. Non, Hervé, c'est son vrai prénom. C'est son vrai prénom, exige la vous savez mieux que moi, vous en savez mieux. Non, je le sais, c'est comme ça. Oui. Donc, il voit le quoi? Mais il voit le conflit d'intérêts partout. Conflit d'intérêts. Puis moi, je me méfie des grands moralisateurs, vous savez. Oui. Les grands Torquemada modernes. Voilà, alors je sais pas quel conflit d'intérêts il a vu. Et puisque vous me posez la question, oui, je vais vous répondre. Oui, allez-y. Le conflit d'intérêts, c'est quand on est juge et partie. Oui. Moi, j'ai été partie, je me suis désisté, et je ne serai pas juge. C'est clair, c'est net et c'est très précis. Qu'est-ce qu'on me reproche, monsieur Bourdin? Oui. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Je vais vous le dire. Ouais. On ne peut pas me reprocher une inspection initiale, c'est madame Belloubet qui l'a ordonnée. Oui, c'est vrai. Vous le savez. Les syndicats de magistrats ont fait un recours devant le Conseil d'État, ils ont perdu. L'inspection a rendu son rapport. L'inspection, c'est fait de quoi? De magistrats indépendants. Indépendants. Bien. Quand j'ai eu ce rapport, je l'ai confié au bureau de déontologie de la chancellerie. On m'a dit, il y a peut-être des errements, des fautes déontologiques. J'ai donc demandé une enquête. Elle est en cours. Moi, si cette enquête me dit, monsieur Bourdin, qu'aucune faute déontologique n'a été commise, je suis le garde des Sceaux le plus heureux du monde. Mais que l'on ne confonde pas l'indépendance des magistrats, qui permettrait tout, et l'indépendance des magistrats, qui serait soucieuse d'une déontologie à laquelle tout le monde doit se soumettre. Les juges ne sont pas au-dessus des lois, et je vais vous donner un dernier exemple, parce que pour moi c'est un peu anachronique, c'est derrière moi. Moi je travaille là maintenant, hein. J'essaie de passer à autre chose. Mais regardez. Mais on ne vous lâchera pas. Pas moi, enfin peut-être pas moi aussi d'ailleurs, mais je ne sais pas. Mais bien on ne vous lâchera pas sur ce sujet, Éric Dupond-Moretti. J'espère. Est-ce que c'est politique? Alors, moi, est-ce que vous pensez que c'est politique? Mais pour partie c'est politique, mais je voudrais vous donner un dernier exemple. Oui. On me dit, mais cette inspection n'est pas contradictoire. Bah c'est vrai, elle n'est pas contradictoire, les intéressés n'ont pas voulu déférer à l'inspection. Alors moi je dis que vous avez des comptes à rendre, j'en ai, tous les Français qui nous regardent ont des comptes à rendre. Pour moi, stop et fin, j'ai ouvert la porte, j'ai travaillé il y a 2 jours avec les procureurs généraux. Mais que magistrat de la Cour d'appel de Paris qui, à l'unanimité, dénonce le conflit d'intérêts majeur dans lequel vous vous placeriez? Mais chacun peut s'exprimer dans notre belle démocratie, oui. Vous avez bien compris. Ils disent que c'est un conflit d'intérêts. Moi, je dis que ça n'est pas un conflit d'intérêts et que le garde des Sceaux a un certain nombre de responsabilités et que s'il apprend que des choses déontologiques n'ont pas été faites, comme que des errements déontologiques ont été commis, eh bien, il lui appartient de prendre les décisions qui s'imposent. D'ailleurs, monsieur Molins, longuement interrogé sur RTL, quand on lui dit « Mais qu'auriez-vous fait à la place du garde des Sceaux ?» il ne répond rien. Il aurait peut-être aimé être à votre place, non? Demandez-lui. Demandez-lui, je n'en sais rien. Mais je n'ose imaginer, si tel était le cas, que c'est ce qui pourrait motiver telle ou telle tribune. Enfin, je ne peux pas imaginer. Vous pourriez le penser. Je ne le pense pas et je n'ai pas envie de le penser. Certainement pas, monsieur Bourdin. Est-ce que le parquet doit rompre avec la chancellerie? Non, certainement pas. Non. Mais non. C'est la chancellerie qui fixe la politique pénale. Donc le parquet... Est-ce que les magistrats sont au-dessus des lois? Non. Et il n'est pas question qu'ils le soient. Est-ce que vous avez la sensation que ça donne l'impression que les magistrats sont au-dessus des lois? Ah mais moi, le sentiment que ces contestations peuvent donner, c'est les Français qui l'exprimeront à un moment donné. Les Français, ils rendent des comptes. Moi, je n'entends pas bouger de cette ligne. En revanche, pardon, mais j'ai fait beaucoup de choses depuis que je suis à la chancellerie, et c'est de ça dont je voudrais vraiment qu'on parle. Cette histoire, pour moi...
Éric Dupond-Moretti. C'est vrai, vous avez raison. Mais ces choses-là, pour moi, elles appartiennent déjà au passé. J'ai dit les choses. Et puis, pardon, une dernière chose. Oui. L'enquête, là, maintenant, elle est en cours. Elle est confiée à des magistrats indépendants. Parce qu'il n'y a pas que ceux du judiciaire qui sont indépendants. Hein. Les magistrats de l'inspection sont indépendants. De grâce, laissons-les travailler sans pression. C'est tout ce que je demande, moi, pour Éric eux. Dupond-Moretti, je termine. Vous êtes entré en politique, là, vous le voyez, hein, vous le constatez tous les jours. C'était un défi pour vous, parce que vous aviez fait le tour des prétoires, si je puis dire. Franchement. J'avais fait plusieurs fois le tour de ma profession. Oui, plusieurs fois le tour, oui. Que j'ai adoré. Vous en aviez... Vous vouliez vivre autre chose ? Oui, je voulais vivre autre chose sur le plan personnel. Je pense que c'est une chance à 59 ans d'aller vers une autre vie. Mais il n'y a pas que ça qui m'a motivé. Il y a l'idée qu'on ne peut pas rester dans une critique, parce que alors c'est une critique nihiliste. J'ai la possibilité de changer les choses, j'ai la possibilité de rapprocher les Français de leur justice, et j'entends bien le faire. Merci Éric Dupond-Moretti d'être venu nous voir ce matin sur RMC BFM TV.